On l'a vu hier, on a commencé à en parler ce matin, les réponses aux surdoses sont trop souvent curatives. L'oxygène, l'analoxone, les hospitalisations. Et c'est souvent ce qu'on met en avant. Et ces réponses, bien évidemment, elles sont nécessaires. Et merci Guillaume de l'avoir rappelé. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont rappelé hier. Mais l'importance, on doit tous savoir en fait, c'est que ça empêche des gens d'y mourir. Et ça, c'est quand même le premier objectif. Mais en fait, ce sont toujours des outils qui arrivent en dernier recours. Et ce qu'on aimerait proposer aujourd'hui, c'est de voir, dans la suite de l'intervention de Guillaume, comment on peut participer à construire une politique publique efficace qui prenne en compte l'ensemble des déterminants socio-économiques que tu as rappelé, le contexte global et personnel aussi, de l'ensemble des personnes concernées, de leur entourage. C'est tellement important d'intégrer l'entourage et surtout qui doit s'appuyer sur le savoir expérientiel des personnes concernées. Un groupe de recherche là, qui, en 2017, en fait, c'est un groupe par et pour, donc un groupe d'usagers qui ont demandé à un chercheur, on dit, bon, mais là les données qui nous arrivent du ministère de la Santé, ça ne fait pas écho à qu'est-ce que nous, on lit sur le terrain. Donc, ça ne représente pas nos réalités. On ne comprend pas vraiment pourquoi on a ce type de données-là. Donc, on fait appel à un chercheur de l'Université de Montréal, qui, dans une recherche participative, ont épluché 340 rapports du coroner. Nous, ce ne sont pas des procureurs, mais des coroners là, qui mènent les enquêtes de décès. Et on s'est rendu compte que les substances qui étaient retrouvées... En fait, on s'est rendu compte que dans les cas de surdose, il y avait environ 20 des décès qui étaient attribués à l'alcool. Hier, on avait parlé de ça, là, que l'alcool était comme évacué là, de vos données. C'est 20 au Québec, là. C'est pas rien, c'est beaucoup, là. Donc, 20 au Québec, c'est l'alcool. 65 attribuables à de la polyintoxication. Ça aussi, c'est pas rien. C'est quand même assez marquant. 82 substances, je l'ai dit tout à l'heure, 82 substances différentes identifiées. Mais c'est surtout aussi les aspects plus des déterminants sociaux là, qui ont été mis en exergue là, dans cette analyse-là, notamment à démontrer que des personnes qui étaient impactées par les surdoses étaient souvent des personnes en détresse psychologique, en grande vulnérabilité, précarité, etc. Donc, les femmes aussi, moins de décès des femmes, mais beaucoup de surdoses non mortelles qui sont rapportées. Donc, je pense que c'est vraiment un amalgame de façon de faire qui va nous amener à avoir un meilleur portrait, mais c'est sûr que le savoir expérientiel, le savoir des intervenants de première ligne, là, Aurore 93, là, vous avez une connaissance, vous, du terrain. Il se passe des choses là-bas. Là. Donc, il se passe des choses fort probablement aussi dans les sites de consommation supervisée ou avec ITAC et avec Gaïa. Donc, ça serait important peut-être d'aller chercher ces données-là, d'essayer de les recouper. Pas trop évident, mais je pense que l'effort en vaut la chandelle, je pense. Ça me semble important de ramener effectivement du savoir expérientiel, parce que j'ai acquis du savoir expérientiel grâce aux usagers. Je n'oublie jamais ça. C'est que c'est eux qui m'ont appris. Et moi, je les accompagne. Donc, on sait que du coup, les TSO sont réglementés par le Code de la santé publique, qui s'est classé comme stupéfiant, sous ordonnance sécurisée, avec le nom de la pharmacie. Donc, beaucoup de contraintes déjà pour l'usager. La primo-prescription se fait uniquement par les médecins habilités, donc soit en XAPA, mais aussi également, on oublie souvent, mais comme Benjamin en a parlé hier, pour les mises en place rapides et à plus grand dosage en hospitalier, c'est possible aussi de le faire à l'hôpital, de monter les doses un peu plus rapidement. Donc il y a aussi un contrôle de la délivrance qui est fait tous les 28 jours en gélule et tous les 14 jours en sirop, non renouvelables. Donc ils doivent aller voir un médecin normalement tous les mois pour pouvoir récupérer l'ordonnance pour aller en pharmacie. En XAPA, du coup, on délivre maximum 14 jours, sauf bien sûr... on respecte aussi leur train habituel de vie, c'est-à-dire que s'ils doivent partir en vacances, on ne va pas s'arrêter aux 14 jours, on va leur délivrer plus. Donc ce cadre a pour objectif de limiter les mésusages,
j'aime bien mettre des guillemets sur ces propos, et de garantir la sécurité de l'usager. Donc, comme on dit, le cadre réglementaire, il est comme il est, mais ça dépend surtout de ce qu'on en fait, comment on va l'utiliser au mieux pour optimiser les chances d'une prise en charge optimale du patient. Donc, quand on parle d'optimal, c'est surtout de quels sont les objectifs du patient. Alors, je rentre un peu plus dans le sujet du rôle de l'infirmier en XAPA. Donc, on les voit quotidiennement au début, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, après tous les mois. Mais on est les professionnels qui voient plus le patient. Donc, quand on parle de TSO, effectivement, j'ai mis à améliorer la qualité de vie des patients. C'est que les TSO est aussi une béquille pour une reprise de la vie, de la réinsertion, que ce soit sociale ou professionnelle. Et souvent, ça permet aussi également de débloquer des choses au niveau social et avec un meilleur suivi psychologique, s'ils le souhaitent. Et effectivement, ce que j'ai constaté quand je suis arrivé en XAPA, mon étonnement, c'est qu'il n'y a pas que le grand public qui stigmatise la méthadone. On n'en a pas beaucoup parlé. Mais les usagers eux-mêmes stigmatisent, considèrent comme une drogue à part entière. Et c'est aussi notre boulot de pouvoir discuter, de bien expliquer que c'est une substitution, que ça va leur permettre de l'avoir constamment sur eux, que ce soit d'une prise régulière et qu'ils puissent prendre en charge des choses qu'ils ne pouvaient pas avant, car recherche de produits, car difficultés liées à la précarité, à la maladie. Ensuite, donc du coup, avec eux, on va voir la gestion des effets indésirables. Bon, je ne vais pas faire une liste concrète, mais il y a plein de choses à vérifier. Mais surtout, le rôle d'un infirmier, c'est sur la surveillance de l'état psychologique et de la comorbidité, c'est-à-dire qu'on va avoir des échanges avec les patients. Quel que soit le temps, on va prendre le temps avec lui. S'il nous indique des choses qui peuvent nous inquiéter, on va mettre le point dessus. On peut en parler au médecin, s'il est d'accord, ou voir comment est-ce qu'on peut aider, est-ce qu'on peut demander un avis à un psychologue pour voir comment on peut l'accompagner au mieux. Et on va aussi parler, vraiment j'insiste sur reconnaître les signes de surdosage ou d'un sevrage afin d'éviter les risques effectivement d'overdose. Donc je dis bien que le risque d'un sevrage, c'est aussi, comme on dit pour les sortants de prison ou les gens qui sortent d'hospitalisation pour un sevrage, le risque d'overdose est quand même exponentiel. Et donc du coup, on va introduire l'analoxone. Nous, notre système au XAPA, c'est dès qu'ils arrivent au XAPA et qu'on les initie, s'ils le souhaitent, avoir l'analoxone, parce qu'il y en a aussi qui disent non à l'analoxone. Ils n'en veulent pas. Bon, c'est un travail après de longue haleine à faire avec eux pour savoir pourquoi, de déconstruire des a priori. Et aussi, effectivement, la vision sociétale d'aujourd'hui. J'étais surpris d'apprendre d'ailleurs que, je ne sais pas où c'était, où la police confisquait l'analoxone. Ah oui, ça se fait. À Nantes. C'est à Nantes ? Ouais. Je comprends pas. C'est d'une brutalité, mais en tout cas, ça existe. C'est bien dommage. Donc voilà, l'introduction à l'analoxone, on va la proposer au début, mais on ne s'arrête pas là. On va déjà noter, nous, de notre côté, la date de péremption de l'analoxone, parce que mine de rien, il se perd rapidement dans les affaires, et nous, on essaye au maximum que ce soit le plus efficace possible pour eux. Et ensuite, dès qu'on est alarmé un peu par une situation, on voit que son état est moins stable, qu'il y a une surconsommation, qu'il y a eu un grand retard dans la prise des traitements, on va lui reproposer systématiquement l'analoxone. Donc on va passer au rôle officieux, c'est surtout la partie qui m'intéresse moi le plus en termes de RDR et de fond. Et du coup, l'infirmier est souvent mené à prendre des décisions
et des prises de risques pour prendre en charge le patient au mieux. Donc, on travaille souvent sans prescription ou avec une prescription qui est plus à jour, dite périmée. Et pour préserver le lien entre le patient et le soignant, on va effectivement déroger un peu à l'ordonnance valable systématiquement, en quelque sorte faire du bas-seuil. Le motif principal de cette autonomie qui est officieuse, c'est effectivement que les médecins sont en voie de disparition. Les médecins addictologues surtout. Et, la gestion des TSO sont pour la plupart du temps sous la responsabilité des infirmiers. Je tiens à préciser aussi que c'est dommage que tous les XAPA de France ne se mettent pas un peu tous sur le même créneau. Ouais. Les gestions des doses sont variables selon les centres, selon les régions, voire selon les individualités, que ce soit des médecins, des infirmiers qui sont un peu frileux, qui ne font pas confiance aux usagers. Pour moi, c'est une petite piste de réflexion, c'est le manque de connaissance des usagers. Comment avancer là-dedans? C'est sur des protocoles de collaboration. Donc, c'est la délégation de tâches, que l'infirmier puisse prolonger les ordonnances pour plus systématiquement plus systémiquement prendre de l'autonomie sur lui et de le rassurer dans ses pratiques, les patients experts. Pour moi, ça devrait être un positionnement qui devrait être central et qui devrait peser dans les décisions d'équipe. Donc oui, pour l'instant, si on résume ce qui a pu être dit par chacun, donc améliorer les connaissances des professionnels, repérer les risques, déployer l'analoxone, les TSO, redéployer aussi les rôles dans les équipes pluriprofessionnelles, c'est important, améliorer l'accessibilité aux soins, lutter contre la stigmatisation, mieux intégrer les personnes utilisatrices de drogue dans les services, dans la recherche, dans la déclinaison des programmes, dans la mise en œuvre des actions. Tout ça, c'est important pour mettre en place un environnement protecteur. Hein, c'est ce qu'on a envie de faire. Mais Pierre, je t'ai vu gratter pendant l'intervention. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé et qui te tient à cœur, je nous tiens à cœur, c'est, certes, mais en faisant tout ça, est-ce qu'on va vraiment réussir à changer les choses si on ne s'attaque pas aux causes structurelles? Donc, ces causes structurelles, quelles sont-elles? Est-ce que tu peux nous en parler dans ce contexte mondial et français de prohibition? Mais peut-être qu'avant de parler de ça, tu auras envie de revenir aussi sur ce qui a été dit. Je le sens. Oui. Je le sens. Vas-y, vas-y. Je suis manager pair dans un XAPA à Vimeuil-ARL et je suis aussi président d'une association d'UAP de drogue qui s'appelle Psychoactif, qui fait notamment de la réduction des risques sur Internet. RDR XAPA, je suis bien d'accord qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. La RDR, c'est pas juste donner des outils, c'est aussi accepter l'usage, accepter qu'on améliore la qualité de vie et pas forcément qu'on change l'usage. Ouais, moi sur l'analoxone, c'est vrai que alors, ce que tu disais, traditionnellement, je suis un peu parce qu'on parle naloxone. En fait, en faisant ça, on fixe le risque individuel sur les usagers et on ne parle pas de ce qui crée en fait toutes les conditions qui vont à l'overdose. Il y a tous les systèmes de domination qui, bien sûr, aggravent la prohibition. Système de domination, le patriarcat, le racisme. Et alors ça, en plus, ça se voit très bien dans les chiffres aux États-Unis de distribution de méthanol. C'est-à-dire que quand on est blanc, on a 14 fois plus de chances d'avoir un méthanol qu'un noir. Ah ouais. Voilà. Enfin, je veux dire, les systèmes de domination, c'est pas que de la théorie, ça se voit même dans la distribution de méthanol. Voilà, sur les savoirs expérientiels. Je voulais revenir sur les savoirs expérientiels, on en a beaucoup parlé, ils sont vraiment développés. Ouais. En fait, les savoirs expérientiels, ils sont très vastes.
Parce que savoir expérientiel, ça peut dire savoir mélanger des drogues, savoir redescendre d'une drogue, voilà, savoir les effets indésirables, construire les effets indésirables. Ça veut dire aussi savoir négocier le traitement avec le médecin, savoir les acheter, les drogues, voilà, savoir mener une double vie, savoir réagir en garde à vue. Enfin bon, il n'y a pas que le savoir d'usage, ni le savoir sur l'arrêt. Et ça parce que quoi? Parce que psychoactif, ben oui, on est une association d'usagers qui font la réduction directe sur Internet, ben on parle de tous ces savoirs. Bien sûr. On n'est pas limité à un type de savoir. Et donc oui, forcément, comme on est à pouvoir public, ça peut faire peur. Sauf qu'en fait, c'est le savoir des usagers. C'est le savoir des usagers. Et moi, j'ai envie de dire que il faut, si on veut intégrer les usagers, il faut aussi qu'on ait un peu moins peur de savoir et que si on veut financer l'association d'usagers, il faut aussi que ce savoir aussi soit inclus dans le système, dispositif d'addicto. Voilà. Beaucoup d'usagers dans le mur et ceux qui prennent en premier de toute façon. Il y a déjà un phénomène encore de domination qui s'appelle l'injustice épistémique, qui fait que la paire aidant, pour pouvoir imposer son savoir expérientiel aux professionnels, ça va être très compliqué. Et souvent, c'est même le contraire qui se produit, c'est-à-dire que l'usager oublie son savoir expérientiel et se met à recracher le savoir des professionnels. Et ça, la justice épistémique. Ça vient d'études colonialistes et féministes. Donc voilà, si en fait on intègre des pères aidants pour qu'au final ils oublient leur savoir, ils recrachent le savoir médical et ils fassent les mêmes boulots moins payés que les autres, on fait du prolétariat de l'addiction, de la dictologie. Donc il faut faire gaffe avec ça. Pour essayer de contourner ça, c'est pareil, il faut faire attention aux relations de pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas engager un père aidant, mais il faut en engager tous. Et puis, est-ce que les pères aidants ne pourraient pas aussi, qu'il est aussi usagé, voilà, ça change aussi la carte de vie. Voilà, donc, juste pour faire attention à ce tokenisme-là, où on engagerait un père aidant parce que c'est la mode et qu'il faut inclure le savoir expérientiel dans les... Merci. Merci. Merci à toi, Pierre. Est-ce que, Guillaume, tu veux réagir notamment sur la stigmatisation, l'autostigmatisation et comment on prend réellement en compte les savoirs expérientiels sans répondre à une injonction qui serait de cocher une bonne case parce qu'il faut le faire, en fait. Ouais. La prise de parole difficile, malgré qu'on... tu as une prise de parole, là, tu as le droit de parler devant une assemblée, par exemple, où là, les personnes sont complètement... Tu sais, comme hier, Kevin, là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça demande un courage incommensurable, je vous le dis, là. C'est incommensurable, qu'est-ce qu'il a fait. Et pourtant, on peut banaliser ça ou dire, mais vous avez des espaces de dialogue, de parole. Non, il faut aller plus que ça. Il faut accompagner, soutenir, mettre en place des mécanismes qui favorisent la prise de parole. Il faut avoir des lieux de discussion pour aplanir, parce que je dis bien aplanir, la nuance est très importante ici. Aplanir les rapports de pouvoir, parce que le rapport de pouvoir va toujours perdurer et les personnes paires vont toujours être dominées. Toujours. Pratiquement impossible de faire en sorte que ça va être égalitaire. Mais le plus possible, notre rôle, c'est de les aplanir, parce que, tout ça, c'est systémique, notamment à cause de statut, à cause de mode de fonctionnement inhérent à notre façon, à notre système. Là. Un chercheur, t'as un statut, après, le professionnel a un autre statut, puis le père, le petit statut. Mais, puis je le dis en riant, parce que c'est concret, là, c'est vrai, c'est ça qui se passe. Et donc, et qu'est-ce que tu évoquais, Pierre, de faire attention aussi au fait que dans la mise en place
de structure ou de programme, d'action où la place des pairs est prépondérante. Il faudrait que la place des pairs soit prépondérante. Et ça, on a de la difficulté à aller vers ça. On va dire, bon, il y a une place pour un père. Puis souvent, c'est déjà quelque chose qui est décrié au Québec. Là. Maintenant, les places où il y a un père, c'est non. Il faut qu'il y en ait au moins deux. Au moins deux, pour que le rapport de force soit un peu plus aplani, comme je le disais, et d'avoir la place des pairs, comme tu disais, Pierre, de dire le savoir, la reconnaissance du dit savoir, qui est issu du récit, hein, c'est ça qu'on avait comme discussion en Suisse, de dire, le savoir expérientiel s'exprime par usant, difficile à toujours devoir justifier son savoir, la reconnaissance de notre savoir, la pertinence de son savoir. Donc, indéniablement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont commencer à faire, comme tu as dit, recracher le savoir de l'autre. De dire, bon, ben moi, OK, le savoir académique, le savoir professionnel, c'est le savoir. Donc, le savoir par rapport au petit savoir. Donc, les gens, petit à petit, et de façon insidieuse, hein, c'est pas voulu nécessairement, c'est ça qui va se passer. Donc, le rôle des gestionnaires, des managers, comme nous à Profam, on a un rôle à devoir mettre en place un cadre pour pouvoir limiter. Je dis bien limiter, on l'enraye, ça va se passer, ça va arriver, on le voit, c'est toujours à recommencer, mais limiter cet aspect-là de reprise de savoir et de l'autre côté, de reprise de savoir par le père du savoir professionnel ou académique et vice-versa. Il y a aussi une instrumentalisation du savoir du père par les professionnels, hein? Et ça, on voit ça aussi. Ça a été assez éloquent en Suisse, tu te rappelles, Marie? Donc, qu'il y avait eu une reprise de la... J'ai mon savoir de personne qui a vécu l'itinérance pendant 1 an et demi. Donc, c'est une multiplication des savoirs qui peut être utilisé à différents égards, dans différents moments. Donc, de bien identifier ces savoirs-là dans un premier temps. La personne père souvent arrive, comme hier, Kevin disait, je ne sais plus trop quoi vous dire, là, parce que je le comprenais. Il dit, je suis devant vous, là, je suis en train de me mettre à nu, mais je ne sais pas trop quoi vous dire, finalement. C'est quoi que vous attendez de moi? Donc, il y a un aspect aussi d'attente vis-à-vis des personnes avec savoir expérientiel qui n'est pas clair. Et je pense que c'est la responsabilité des professionnels et autres. Là. En fait, c'est notre responsabilité à toutes et tous, à tout un chacun, de bien expliquer nos attentes par rapport au savoir expérientiel, ce qui va rassurer l'autre personne, à savoir, OK, là, tu veux que je te parle de mon savoir d'utilisation de service, pas mon savoir quand je suis en train de faire ma cocaïne basée, là. C'est quoi tu veux savoir? Comment je fais ma cocaïne basée? Tu veux savoir comment que j'utilise les services ou tu veux savoir comment que ma souffrance intérieure face à la stigmatisation que je vis? Donc, c'est tout ça qui n'est pas si simple. Là, voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question du tout, mais bon, je suis parti un peu. Ouais, c'était très bien. J'aurais eu encore plein de questions à vous poser, mais je vois l'heure et je suis sûre qu'il y en a aussi dans la salle. On peut ne pas tous être d'accord, mais d'avoir le minimum des opiacés dans les urines, mais ça, malheureusement, c'est la légalité à l'instant T. L'opiacé, il n'est pas la cocaïne. Oui, non, pas la cocaïne. Mais ça, ouais. Ça, on est d'accord. On recherche l'opiacé pour donner de la méthadone, ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, effectivement, que le TSO à bas seuil soit disponible pour tout patient qui en a le besoin. Et effectivement, ça pourrait être une bonne piste aussi pour limiter les apparitions de surdoses en masse, si ça arrivera un jour en France, et avec Bessie. Ouais. Oui, pour moi, on doit chercher juste l'opiacé. Enfin, dans mon XAPA, par exemple, j'ai trois tests, un sub, un pour sub, un pour méthadone, un pour héroïne. Et selon ce que dit la personne, on va tester. Voilà. Et du coup, je refuse de tester toutes les autres drogues. Ça n'a rien à voir. Et puis en plus, il y a des XAPA qui préviennent pas en plus. Ils vont tester toutes les autres drogues. Et puis après, tu apprends, tous drogues, tu as ça dans des années. Donc oui, moi je pense qu'il faut se limiter à ça. Juste pour
Juste un mot hein, sur l'institutionnalisation sur l'institutionnalisation de la réduction des risques. Enfin, c'est beaucoup plus que ça, parce que quand on regarde dans tous les pays, ça a fait ça. Dans tous les pays, ça fait une RDR bureaucratisée, médicalisée, professionnalisée, où les usagers ont disparu. Voilà. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est parce que c'est un système. On est dans un système aussi de prohibition, de santé publique, de prohibition. Je veux dire, quand tu fais de la réduction des risques, tu es tout le temps, de toute façon, te demander, enfin, je fais de la réduction des risques ou j'applique la loi. Enfin, je veux dire, c'est toujours extrêmement compliqué. Je veux dire, tu veux apprendre à filtrer le skénant. Est-ce que tu vas regarder la personne comme ça pour que... Bah non, il faut bien que tu montres comment filtrer le skénant. Tu vas apprendre à baser avec le LICA. Tu peux donner des conseils comme ça, mais c'est pas ça qui va faire changer les pratiques. Il faut que tu mettes la main à la pâte. Voilà. Bon, ça, déjà, rien que ça, c'est limite avec la loi. Donc, on est toujours, et donc toujours, les savoirs d'usager sont toujours du côté, pour apprendre le savoir d'usager, c'est souvent la prohibition empêche d'apprendre les savoirs d'usager. Voilà, donc, ils ne sont plus dans les XAPACAT. Ça empêche tout court, hein, parce que ça empêche tous les professionnels, oui, tout court. Ou pas. Hein. Oui. Ben, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Pierre, nous, on ose certaines choses, là, comme par exemple, à Profane, on paye les usagers pour venir. En fait, on n'a pas le droit de faire ça. C'est contre la loi, mais on le fait pareil. On le fait pareil. Et en fait, il y a une tolérance qui s'installe avec le gouvernement par rapport à tout ça. Mais il faut oser. Je pense qu'il faut oser. C'est essentiel. Il faut doser aussi qu'est-ce qu'on ose, là. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre à mal notre structure. Il faut que tout le monde soit à l'aise dans ça aussi, les professionnels autant que les usagers. Pour en revenir à ce que tu disais, Benjamin, chez nous, il y a une personne qui s'appelle Antoine Bertrand Deschênes, qui est doctorant là, en travail social, qui a bien expliqué la reconnaissance du savoir expérientiel dans la crise des surdoses et qui met de l'avant la théorie de... Plein de choses. Là, je dois réagir, je vais devoir dire que oui, ok, là tu as fait connerie, ou tu as fait mal tes trucs, ça va peut-être provoquer, ça te va provoquer d'autres problèmes plus graves, ça va être bon. Après, je vous dis sur le péridose, c'est très bien, non? Mais au bout d'un moment, il y a des assos qui le font très bien, comme Aurore, Ego et tout ça, c'est super, magnifique. Mais encore, on est dans l'étiquetage des personnes. Ok, je suis usager, je suis péridon, je ne dois avoir pas le pays d'EDUC, même si je fais le travail d'EDUC. C'est tout ça qui pose la question, pose le problème. Est-ce que tu veux réagir? Dernier, on prend les deux dernières questions, remarques. J'ai vu Catherine et Jean Maxence. Et ensuite, très rapide réponse parce qu'il faudra passer à la pause. Oui, c'est un champ là à explorer et je crois que c'est à peu près le même champ que lorsqu'on a, moi j'étais toute petite, hein, j'ai des souvenirs diffus, mais quand on a introduit les médecins dans l'Exapa, autour justement de la prescription des TSO. On a, mes aînés, hein, mais ils l'ont raconté tellement que j'ai l'impression d'avoir vécu, les aînés, et notamment au sein du conseil d'administration de la Ligue, ont vécu des moments épiques autour de qui avait finalement le véritable savoir et ce qu'il fallait effectivement mobiliser. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce moment-là, dans cette période-là. Il faut qu'on arrive à expérimenter tout ça. Moi, quand je recrute un infirmier, je ne recrute pas un infirmier, je recrute un profil. Parce que, effectivement, la question se pose de la même manière. Un infirmier que somatique, avec une sensibilité, une expérience que somatique, j'en vois les limites. J'en vois l'intérêt, mais j'en vois les limites s'il n'est que somatique. Un infirmier qui aura beaucoup plus exercé dans le secteur psychiatrique ou dans le secteur social, je vois l'intérêt, je vois aussi des limites. Enfin, c'est toujours cette question-là, et je pense que la manière d'intégrer, alors des professionnels pairs, des usagers, peut-être avec ou sans professionnalisation, ça c'est encore un autre tiroir, c'est encore une autre question, mais, et de les recruter sur des profils en fait, de ce qu'ils peuvent apporter et de ce que l'organisation a besoin
et de travailler tout ça sur un plan opérationnel. On a des séances d'analyse de la pratique professionnelle dans nos équipes. Ça doit pouvoir aussi s'harmoniser là-dessus. Enfin voilà. Mais là, on a un gros travail à faire. On commence à avoir... le problème, c'est qu'on manque de cadres aussi pour expérimenter ces organisations-là et pour arriver à y voir un peu plus clair. Et effectivement, on a aussi beaucoup à se former avec d'autres, mais aussi à former d'autres, dont les services de santé au travail, parce que là, il peut y avoir des questions un peu aiguës. Bonjour, oui, moi je trouve que dans la discussion, là, il y a une espèce de double tension sur la père aidant, c'est-à-dire, d'un côté, le père aidant, dans la place qu'il va occuper, je suis d'accord à ce qui a été dit, ces inégalités épistémiques, c'est pas lui qui va les reproduire, elles vont être reproduites à son propos. Ça, c'est certain, et c'est un peu systémique, c'est pas des questions de personne. Et de l'autre côté, le père aidant, il faut aussi interroger ça, parce que pour moi les deux faces de la même monnaie. Il incarne une possibilité de transformation. Le père aidant, il a une place, même si elle est fragile, il a éventuellement une feuille de paie, il a un statut qui le sort et qui le met. Et si on s'écoutait, toutes les personnes usagères de drogue auraient vocation à devenir père aidant. Et c'est presque il y a une espèce de confusion entre une compétence et une trajectoire par exemple, d'une forme de rétablissement social, psychologique, et je crois qu'on n'est pas clair sur cette... qui peut être intéressante, qui peut être pertinente, mais on ne la met pas assez sur la table et on ne l'interroge pas assez, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de réfléchir à tous les statuts, le bénévolat, des personnes qui sont des professionnels et qui par ailleurs consomment. Enfin, voilà, il n'y a pas une seule figure, il y en a plusieurs, et je suis d'accord que c'est largement déterminé par des questions effectivement de pouvoir et donc de place, mais ça joue un peu dans les deux sens. Le père aidant, c'est l'usager acceptable. Inacceptable. Inacceptable. Tu veux parler? Ouais. Je suis d'accord avec toi, parce que quand on s'interroge sur les pères aidants, micro. s'interroger sur quel savoir on veut dans l'institution. Toi, est-ce que c'est un savoir sur l'injection, que du coup j'ai traducteur et tout ça. Et après, effectivement, ce savoir ne suffit pas pour rester dans l'institution. C'est comment ce savoir va s'appliquer dans l'institution. Et ça, tous les usagers ne peuvent pas le faire. Et c'est ça aussi qui est compliqué. C'est d'envisager comment ce savoir peut être s'appliquer quand la personne peut faire dans l'institution. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça marche. Mais bon, un grand merci à nos trois intervenants et à l'ensemble de la